Fac, c'est comment? Ça va bien et toi, Brice? Ça va, frérot, gars. Viens, on trinque. Faut qu'on trinque à la vie. Au million. C'est ce que j'allais dire. On trinque à la vie, au dos et au succès. Et à toutes les femmes qui nous ont barrés parce qu'on n'avait rien. Aujourd'hui, on a l'argent. Qu'est-ce que ça fait de devenir une superstar internationale quand on a commencé tout en bas de l'échelle? Ça fait plaisir, déjà. Mais il faut savoir que c'est aussi à grand pouvoir, à grande responsabilité. Donc, c'est aussi difficile chaque jour. Parce que les gens attendent beaucoup de toi et tu dois toujours essayer d'être au top de toi-même, quoi. Tu as fait le tour du monde, tu as fait des concerts un peu partout. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé d'arriver à un endroit de Wanda et de look dans le rétroviseur que, gars, tu vois Obili et tu vois où tu es là? Non, c'est dingue. Mais je l'ai dit dans une chanson même, où j'ai parlé de cette situation-là dans la chanson Le Fou, où je dresse un peu ce parcours-là, où je dis, voilà, aujourd'hui, on a quitté le sous-quartier, on côtoie les hautes sphères aujourd'hui, mais Ouais. on essaie toujours de donner un peu plus parce qu'on ne sait pas où on va s'arrêter. Si on est parti de là pour arriver ici, ça veut dire qu'on peut aller encore plus loin. Et on n'oublie pas d'où on vient. Bien sûr, le plus important. Alors, Obili, c'est la base, c'est le point de départ de tes rêves. Et je connais très bien parce que ma tante habitait pas loin de la Chapelle. Là. Donc moi, je venais souvent en vacances à ce fameux quartier de bars, de salles de jeu, de prostituées, de tout ça. Donc. Alors toi, tu es issu d'une fratrie de 10 enfants? Bah, le troisième, tu sais, une vie de troisième n'est jamais exceptionnelle. C'est le premier qui vit des trucs exceptionnels. Peut-être le premier garçon, la première fille. Ouais. Moi, le troisième, on me calculait plus trop, tu vois. Donc après, il y a eu les petits frères qui ont suivi automatiquement. Bon, après aussi, tu vois, ma vie a été un peu la vie du gars qui ne voulait pas trop aller à l'école parce que lui, il avait d'autres rêves. Alors que mon père, lui, croyait fortement aux vertus de l'école. Toi, c'était pas ton truc? Non, c'est pas que c'était pas mon truc, mais moi, j'avais les yeux ailleurs, en fait. Et voulant me démarquer comme ça, là, du groupe, ça a été compliqué, surtout mal vu. J'ai subi des procès et des procès d'intention à ne plus en finir. Pour la petite histoire, il y a même une anecdote que je me suis racontée par rapport à ça. Ma mère a cru que j'étais fou à un moment donné, elle a voulu me soigner. Donc, on a même voulu m'exorciser pour vraiment enlever le démon du rap dans mon corps. Dommage, le démon du rap avait la peau dure. Il est resté. Il est resté, il a dit, ça ne sort pas. La musique est venue très très tôt. Je crois que c'est à l'école primaire que tu as commencé à avoir envie de faire de la musique. En réalité, attiré par le DJing. Mes parents m'ont mis dans la musique sans savoir, en fait. La passion est venue du fait que je côtoyais un certain environnement, je baignais dans un certain environnement. La passion que ma mère avait pour la musique et dans un certain environnement musical qui a fait qu'au final, j'avais cette envie-là de ressembler à ces personnes qui arrivaient à transmettre des émotions comme ça aux gens. Je voyais ces gens, je voyais tous les jours dans le bar de ma mère, je voyais l'impact que la musique pouvait avoir sur les gens. Et moi, j'avais envie d'être une de ces personnes-là. Donc, sans le savoir, ils m'ont transmis ça. Et après, bon, voilà, on a dû batailler pour que ça devienne réel. Et de temps en temps, tu te glissais derrière les toujours. Derrière les avec platines. mon grand frère, on essayait de faire les DJ avant et tout ça. On n'était pas des vrais DJ, mais on essayait, tu vois. Surtout qu'on avait la charge de la gestion du bar chaque dimanche. Donc, on était obligé de satisfaire. Parce que ma mère, elle était quand même dure de caractère. Elle est décédée, elle était une femme très dure de caractère, forte physiquement et tout et tout. Donc, elle, quand elle te laissait au bar, elle te dit que mon frère, le soir, je veux avoir telle recette. Hein, parce que le bar, s'il tourne comme ça, il n'y a pas d'excuse. Donc, tu devais être le meilleur. Et chaque fois, tu devais t'améliorer pour devenir le meilleur. Et voilà, c'est comme ça qu'on a appris à faire les DJ et tout ça. Il y a même une scène incroyable qui t'a transmis beaucoup de force. C'est qu'un jour, il y a 2 policiers qui sont venus pour acquitter ta mère et elle les a tabassés. Ah oui, ça c'est une histoire vraie, c'est une histoire que tout le quartier connaît. Ma mère était très, comme je dis, elle était très dure de caractère, très forte. Et tu vois, les mamans d'avant qui avaient grandi au village, elles sont venues en ville et tout. Donc elles avaient cette force-là qu'elles avaient pris dans les champs, tout ça, tout ça. Donc
les policiers ont voulu racketter la maman là, vers le mois de décembre. Tu sais comment ils sont. Hein? Ils sont venus ils savent que c'est le mois où il y a les clients, il y a les dos. Ils veulent quelque chose. La matière a dit jamais. Et tu vas voir, pour te dire que elle m'a tellement transmis ce caractère-là qu'il n'y a pas longtemps, moi-même, je me suis retrouvé dans un duel comme ça avec certains policiers qui venaient aussi dans mon bar. Donc c'était un peu... J'ai vécu la même scène, mais de manière à peu près différente. On n'a pas réagi de la même manière. Ouais. Voilà. C'était quoi ta relation quand tu étais jeune avec tes parents? Tu sais, les parents d'aujourd'hui ont beaucoup changé. Hein. Je pense que les parents aujourd'hui, à mon sens, ils sont moins autoritaires, moins vicieux même, parce que les parents d'avant, c'était des vices-là. Ils te faisaient du mal pour se faire plaisir. Ben oui, c'est parce que des fois, ils étaient tellement autoritaires qu'ils ne se rendaient même plus compte qu'ils étaient devenus trop durs, en fait. Mais je pense qu'ils ne le faisaient pas exprès. Il y avait une volonté non, c'était une bonne chose. À mon bien sens, faire, c'était une bonne chose. Ça partait d'une bonne intention. Quand tu avais un enfant comme moi, si tu n'étais pas assez dur, moi, j'ai grandi dans un environnement où les gens avaient pour repère et pour idéal, en général, les bandits, les fémans, les bordels, les gens, dont les prostituées, quoi. Tu vois, des gens qui n'étaient pas forcément dans un chemin recommandable. Donc, du coup, pour ne pas être sur ce chemin-là, il a fallu que les parents soient assez durs. Parce que nous, c'était ça, on a grandi à côté de ces personnes. On avait tendance, avec des histoires qui nous racontaient et tout ça, à fantasmer sur leur vie, alors qu'en réalité, les parents qui, eux, connaissaient la réalité des choses, essayaient de nous orienter vers un autre chemin qu'on avait souvent du mal à comprendre. Et quand ça n'allait pas... moi, mes parents, ils ne jouaient pas, hein. Ils n'y allaient pas de même ordre. Non, ma mère, c'était une accro de la bastonnade. Ma mère, d'abord, elle était championne de Cameroun de handball. Donc, physiquement, elle était prête. Elle était prête, quoi. Donc, une gifle de ma mère, ça te remettait les idées en place, quoi. Tu t'en souviens encore? Non, ça te remet les idées en place. Ma mère, c'était une mère que quand elle arrivait, tu vois, à l'époque, il y avait les salles de jeu, là. On basait, comme on disait à l'époque, il y avait le basé. Donc, la salle de jeu... Quand ma mère arrivait à la salle de jeu, quand je suis à la salle, quand le katika, le gérant, voyait venir ma mère, lui-même il fuyait. Donc la bastonnade qu'elle avait donnée, c'était à tout le monde dans la salle. Tous les éléments étaient réunis pour que tu tournes mal. Ouais, l'environnement dans lequel j'ai grandi. Qu'est-ce qui t'a empêché de mal tourner? Il faut dire qu'il y a deux choses qui m'ont empêché de tourner mal. D'abord, le fait que mes parents, ma mère en particulier, étaient assez décidés à ce que ses enfants ne tourne pas mal. Elle était, même par la force, ça allait se passer. Et de deux, j'ai eu la chance d'avoir un oncle qui travaillait à l'époque à la société Messa Presse, qui m'a permis d'avoir une certaine passion pour la lecture, ce qui m'a aussi un peu éloigné de certaines marches inutiles, parce qu'à l'époque, chaque mois, il nous envoyait des revues, des bandes dessinées, tout ce qu'il y avait, quoi. Donc, tout ce qu'il y avait à lire. Et moi, j'étais un accro des bandes dessinées. J'ai pratiquement tout lu. Black le Rock, j'ai tout lu. Mustang. J'ai tout lu. À un moment donné, j'avais tellement tout lu que j'avais lu tout ce qu'il y avait comme exemplaire sur le marché. Donc, de la saga Marvel, à Black le Rock, Mustang, Rodeo, bref, tout ce que tu connais. Et qu'à chaque fois que tu y allais, tu tombais sur des numéros que tu avais déjà lus, quoi. Oui, parce que j'avais la chance d'avoir quelqu'un qui était directement là. Quand les numéros les plus récents arrivaient, moi, je les lisais. Ce qui était bien, c'est que ce que les gens ne savent pas, et ce qui est dommage un peu aujourd'hui, c'est qu'avec la télé, c'est que dans ces magazines-là, il y avait toujours une partie qui était consacrée à la culture en général. C'est-à-dire, on te parlait des animaux, on te parlait de l'histoire. Et même dans ces BD-là, c'était inspiré de la réalité. Je te donne le cas de Rodeo avec Tex Willer, où on te parlait de l'esclavage, de la situation des esclaves pendant une certaine époque, de la guerre de sécession. La guerre de sécession, c'était quoi les sudistes, c'était quoi les nordistes, quelles étaient les causes qu'ils défendaient. Moi, j'ai eu la chance que c'est plus tard que je me suis rendu compte que c'était une chance parce que, par exemple, je connais pratiquement toute la géographie des États-Unis sans y être... Enfin,
avant même d'y aller, je connaissais déjà pratiquement toute la géographie des États-Unis. Quand tu passes par le désert de l'Arizona, tu te retrouves ici dans telle ville, la ville de Sonora, c'est là, machin et tout, parce que j'avais la chance justement. C'est drôle parce que moi, pareil, une grande partie de ma culture générale vient des bandes dessinées. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un peu dommage qu'aujourd'hui, parce que aujourd'hui, on regarde beaucoup la télé, et je crois que c'est... Moi, j'ai pas la télé chez moi, je suis désolé. Tu regardes jamais la télé? Très rarement la télé. Et ton amour de l'écriture est venu de là. Et il y a un truc qui peut surprendre beaucoup, c'est que tu as gagné à l'époque, quand tu étais au lycée, un concours de poésie. Tout est parti de là, en fait. Deux fois de suite, tu l'as gagné le concours. Tout est parti de là. La vérité, c'est que, comme je disais, c'est que j'ai eu beaucoup de chance à ce moment-là. Je crois que si je n'avais pas eu ces deux éléments-là, j'aurais forcément mal tourné. Parce que je peux te dire que à l'école, je n'étais pas parmi les élèves les plus calmes. Tous les établissements que j'ai faits, et je peux te dire, j'en ai fait un bon nombre, j'ai marqué les gens à tel point que même quand mes anciens enseignants me rencontrent aujourd'hui, ils sont tellement fiers qu'ils ils veulent que je vienne chez eux parler à leurs enfants pour leur dire, voilà, il ne faut pas faire comme ça parce que j'étais sur tel chemin et j'ai failli tourner mal, quoi. Ouais. Tu as vu tes parents se séparer. Comment tu l'as vécu? Tu sais, à un moment, à ce moment-là, il y a un repli, tu vois. Il y a un repli sur soi où tu as l'impression qu'il y a deux camps. Tu ne reconnais pas les gens. Tu as le sentiment que tu ne reconnais pas les gens. Les gens du côté de la mère disent « ouais, c'est le père ». Les gens du côté du père disent « ouais, c'est la mère, machin, machin ». Donc, au final, tu commences à... Tu te poses des questions et si tu n'as pas de la chance, si tu n'as pas de chance, tu peux trouver sur le chemin de ces questions-là les pires réponses et t'accrocher là-dessus pour te construire un idéal de vie. Ouais. Et c'est à ce moment-là, justement, que je dis que la musique et le rap m'a véritablement sauvé, parce que ça arrive à un moment où j'écoute du rap, j'écoute ce que les rappeurs vivent. Ils vivent pratiquement tous la même chose. Comment ils le vivent, quelles sont les leçons qu'ils en tirent et quels sont les espoirs qu'ils ont au-delà de ça. Donc, ça m'a permis de, moi, pouvoir me canaliser et me construire. C'est en ce moment-là que je pense que le rap a joué un véritable rôle dans ma vie. Le fait d'écouter des personnes, des gens comme Oxmo Puccino, par exemple. L'Enfant Seul. Oui, bien sûr, Ayam, voilà, L'Enfant Seul, Oxmo Puccino. Ça m'a permis vraiment de, à un moment donné, de vraiment garder la canaliser, tête froide garder la tête froide et ouais. se dire qu'on peut s'accrocher sur autre chose et pouvoir déboucher peut-être sur quelque chose de positif demain. Donc voilà. Tu parles très peu et très rarement de ton père. C'est quoi ta relation avec lui? Mon père, tu sais, mon père, j'avais écouté au Jamel Comedy Club un jour, un humoriste, un comédien qui est venu, il a fait un sketch et il a dit que quand il a dit un truc qui m'a fait rire et j'ai gardé ça en mémoire. Il dit, quand lui il a commencé le rap, ses parents l'ont mis à la porte. Et au début, il en voulait à ses parents, mais c'est plus tard qu'il a compris que ses parents l'ont mis à la porte pour son bien, parce qu'ils avaient compris que quand tu fais du rap, le vrai son vient de la rue. Tu vois? Ouais, joliment dit, joliment dit. Donc, moi, je crois que c'est un peu ça l'histoire avec mon père. Mon père, il n'a pas accepté. C'est une période qui m'a vraiment traumatisé. Il a vraiment mal vécu l'histoire du rap et tout le reste. Donc, il m'a mis à la porte. Voilà. Donc, quel âge? J'étais à 18 ans. Je devais avoir 18 ans, comme ça. Où est-ce que tu allais? Ou 17. Bah, j'ai commencé à traîner avec les amis, mon frère. Moi, il faut savoir qu'on vivait... C'est aussi l'avantage des quartiers un peu défavorisés. L'enfant, c'est l'enfant de tout le monde. Tout le monde dort dans la maison, tout le monde mange dans la maison, tout le monde. Donc, j'ai commencé à traîner avec des potes, tout ça, tout ça. C'était compliqué, mais... Ça t'a forgé aussi. Ça m'a forgé. Ouais. Ça m'a forgé parce que moi, déjà, j'avais la chance d'avoir des principes. Je voulais vraiment faire la musique. Et quelque part, je veux te dire, quelque part, ma réussite vient aussi du fait de vouloir démontrer à mon père qu'il avait tort. Tu vois? Parce que ça a été un vrai choc, ça a été un duel. Il a dit non, que je ne peux pas accepter ça. Moi, je disais non, moi, je fais ça parce que j'ai vraiment un feeling dedans. Je pense que là, je peux m'en sortir. Ouais. Hein?
Je pense être fait pour ça. Il me dit, non, c'est pas possible. Il ne croit pas. Il va faire, tu ne peux pas t'en sortir. Rien ne montre sur ce chemin que tu puisses t'en sortir un jour. Donc, ça a été un duel. Et quelque part, m'étant déjà forgé ces principes-là dans l'esprit, quand j'étais dehors, ça m'a évité de sombrer dans ce que je peux appeler une délinquance naïve. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas forcément quand tu es dehors, quand tu es hors de chez vous. On va dire quand tu es dans la rue, entre guillemets, il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles que tu vas faire. Et si tu continues à les faire, tu vas prendre plaisir et ça va devenir une seconde nature, une habitude. Ouais. Donc, ça m'a permis de rester, cette envie de prouver que j'étais vraiment sur le bon chemin, de toujours rester focus sur ce que j'avais à faire et mettre toute mon énergie là-dessus. De toutes les façons, à ce moment-là, je n'avais que ça. C'était soit je gagne, soit je ne gagne pas. Donc, j'ai décidé de me battre pour gagner. Pendant combien de temps tu ne lui as pas parlé? Je vais te dire en vérité, je ne sais pas combien de temps je n'ai pas parlé à mon père, mais je vais te dire quand j'ai recommencé à parler à mon père. Quand j'ai sorti la chanson « La bière, c'est combien ici ?» La bière, c'est combien ici? 700, 800, 900. C'est lui qui t'a appelé ou c'est toi qui l'as appelé? Mon père est venu, tu vois, on avait un endroit où on faisait la musique. Il est venu, parce qu'en réalité, mon père, il estimait que tout ce qu'on faisait, ce n'était pas de la musique, tu vois. Donc, après la bière, c'est combien ici? J'ai un deal avec une société que je ne vais pas forcément citer, une société brassicole du Cameroun. Donc, j'ai un deal avec eux et avec une marque de bière et ils décident de faire des grands panneaux, les plus gros, là, après les 4x3, les plus gros même. Ouais, ils décident de dire, voilà, Malox, tu vas représenter le truc. Et ce qui est marrant, c'est qu'ils vont faire un affichage dans le quartier où j'ai grandi. À Obili? Non, parce que mon père, lui, il était parti, il avait une nouvelle maison, il est resté à Mendon. Okay. Et c'est un camp sikh. C'est un peu comme les cités en Europe, tu vois. Il était là-bas et il n'y a qu'une entrée, qu'une sortie. La grande entrée qui rentre dans le quartier et la grande entrée qui sort. Et à l'entrée du quartier, on avait mis le méga panneau avec Malox. Donc j'étais le sujet jour et nuit de toutes les familles du quartier, tu vois. Et lui, quand il entrait dans le quartier, il me voyait. Et quand il ressortait, il me voyait. Et puis les voisins devaient lui parler, mais c'est ton fils. C'est comme ça qu'il a commencé à devenir fier et s'est dit, mais c'est fou, ce petit-là, il a persévéré, tout ça. Mais jusque-là, il se méfiait, parce que ce petit-là, il se méfiait, il était un peu méfiant. Mais c'est le jour où il m'a dit, mon père, il faut le dire, il a travaillé aux brasseries du Cameroun toute sa vie, plus de 40 ans, et il allait en retraite. Et en ce moment, il était en retraite. Donc, il avait un méga respect et une crainte pour ses boss, dont notamment Serge Diapoum, l'ancien directeur marketing, Guillaume Sarah et tout le reste, quoi. Ouais. Donc, il y a la fête, la fameuse fête annuelle des brasseries où ils font le fête du personnel. C'était pas la fête du personnel, c'était musique, machin. Là. Il y a un truc et tout ça, bref. La fameuse fête est la Musique Star, je crois. Ah, Musique Star, ok. Je suis la méga star invitée, machin. Mon père, il ratait jamais cette émission, parce que ça passe à la télé, en fait. Ce jour-là, il est assis devant la télé. Il n'en croit pas ses yeux. Il me voit à la télé, je sors là, comme ça, de la voiture. Avant que je n'arrive, que je dois arriver, il voit son patron. Donc, il voit son boss. Il avait un truc qu'il disait souvent quand on était petit, il disait, quand tu voyais le boss, c'était que soit tu allais avoir une sanction, soit on allait te virer. Hein? Il avait une peur folle de son boss. Donc, du coup, il voit son boss, il voit Serge Diapoum, il voit tout le monde. Ils viennent à moi me prendre pour m'amener dans la salle et m'installer. Il dit, c'est pas incroyable. Ce petit a vraiment réussi. C'est incroyable. Donc, mon boss, qui m'a fait peur, chier dans mon froc pendant 40 ans, il vient, il respecte ce petit. Il salue mon fils. Ça veut dire que lui, je dois le respecter. Hein? Et depuis ce jour-là, mon père m'a appelé pour la première fois Malox, et c'est comme ça qu'il m'appelle jusqu'à aujourd'hui. Quelle est votre relation aujourd'hui? C'est mon père, non? Je fais comment? Je gère mon père. Il est fier? Ouais, il est fier, il est content, tout ça. Voilà. Mais c'est le plus important, quelque part. Il est fier, moi aussi, ça me rend fier. Donc, voilà, je me dis que c'est peut-être là-bas que je me dis que j'ai réussi quelque chose. Voilà. Tu as réussi à mettre au Panthéon le nom Malox.
Malox, qui est le nom de scène que tu as choisi en hommage à ta petite sœur, qui est décédée d'un cancer. Oui, elle est décédée d'un cancer. C'est le médicament qu'elle prenait pour calmer ses douleurs. Oui, c'est le nom du médicament. Oui, c'est une période où... C'est la période où je quitte l'école, en fait. Parce que c'est un moment terrible. J'arrive pas à comprendre. Je vois la santé de ma soeur cadette qui se dégrade chaque jour. Et je deviens son garde-malade, en fait. De toutes les façons, l'école, même, je n'en avais plus rien à foutre. Donc je dis, voilà, je vais rester avec elle. Et je suis avec elle tous les jours. Je vois comment sa santé se dégrade jusqu'à la fin, tu vois. Et jusqu'à la fin, elle reste fan de ma musique. Parce que moi, j'avais mes premiers textes, là, c'était hyper... Tu sais, les premiers textes de rap. Très dur. On essaie de les faire compliqués le plus possible, avec des mots qu'on a piqués dans le dictionnaire, mais elle les connaissait par cœur. Donc, jusqu'à la fin, elle continue à me dire, ouais, machin et tout. Elle espère, elle sait que je vais réussir, tout ça. Même si elle n'est plus là. Donc, après son décès, j'ai décidé donc de prendre le nom Malox. Ça a été un bouleversement parce que c'est à ce moment-là où je prends véritablement la décision de tout mettre de côté pour faire que du rap et persuadé que je vais réussir. À chaque fois que le public scande Malox, inconsciemment, le public rend hommage à ta petite sœur. Voilà. Donc, c'est l'histoire de mon nom, en fait. Ouais. C'est l'histoire de mon nom, c'est l'histoire de ma vraie motivation au-delà de tout. Et je crois que c'est l'histoire qui m'a permis de tenir bon malgré les critiques, les clashs, les menaces, tout ça. Voilà. Malgré les coups durs. Ah, les coups durs, il y en a eu. Ouais. Et il y a eu un coup très dur, très dur aussi après ça. C'est que tu parlais de La bière, c'est combien ici tout à l'heure. Quelque temps après la sortie de tes premiers tubes, ta mère est malheureusement décédée. Elle est décédée. Ma mère est décédée, je vais dire, après la sortie de Alexandre Song dans ton dos. Elle était déjà très malade. Et elle est décédée. Donc ça m'a... Mais c'est incroyable quand même. Hein. Tu sais, je me rappelle, j'étais à un concert à Chang, qui est mon village un peu, tu vois. Ouais. Donc, je suis là-bas et je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien du tout. Je ne sais pas ce que j'ai. Je ne me sens pas du tout bien, du tout. Les gars me demandent, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, que gars, ils me disent que gars, il y a le vin, il y a le son, il y a les filles, on a Tchang, il y a l'université. Qu'est-ce qui se passe? Je dis que mon frère, ça ne va pas du tout. Je ne suis pas concentré, tu vois. Et le concert se déroule, mais le lendemain, on m'annonce. On me dit, rentre vite parce que ta mère est en train de... Et puis je me dis, merde, je rentre sur Yaoundé, tu vois, je rentre, je la trouve déjà dans un état... Ça n'allait plus, quoi. Tu vois, il y a des fois, tu peux lire ça chez le médecin, il te fait comprendre que c'est fini. Tu as mis du temps à te relever de ce décès, de ce moment difficile. Ouais, mais je ne m'en rendais même pas compte. Parce que je peux t'assurer, je ne comprenais pas ce qui se passait. Parce que j'ai passé, je te dis, presque un an, comme ça, à tourner en rond. J'avais pas l'inspiration, j'avais même pas envie d'aller en studio, rien. J'étais là. Pourtant, le studio était là, tu vois. Ouais. Donc, j'avais pas d'inspi, j'avais pas l'envie de le faire. J'étais là, quoi. Je tournais en rond. Tu es passé pas loin de tout laisser tomber. Ah oui. C'était devenu compliqué, hein. Je te jure, j'étais retourné à la base, à vraiment rien du tout, tu vois. C'est comme si je n'avais jamais rien fait. Pourtant, la chanson tournait, là, ça sort comme ça. La bière, c'est combien? Arrêtez Brenda, Choupo-Moting, tout ça tournait, tu vois, mais je vivais comme... Tu n'étais plus là. Ouais. Voilà, comme si j'avais jamais rien fait. Si tu avais l'occasion de reparler à ta mère aujourd'hui, tu lui dirais quoi? Ah, je lui dirais merci. Je lui dirais merci parce que j'ai une énergie que tout le monde trouve unique aujourd'hui dans l'univers de la musique culturelle au Cameroun, en Afrique et partout. Quand aujourd'hui on va te dire ouais, il y a Malox,
Il n'y a pas deux Malox. Malox, c'est Malox. Ouais. Il a sa façon d'être, sa façon de penser, il a son énergie. Et cet ensemble a fait que les gens l'aiment pour ce qu'il est. Et je lui dirais merci parce que tu ne tombes pas de nulle part. Forcément, c'est qu'elle m'a transmis ça. Et moi, je reconnais ce caractère-là chez ma mère en particulier parce que si elle avait fait du rap, elle serait Malox. Elle serait Malox. Voilà. C'était une femme forte. Ah, très, très. Elle bougeait, elle marchait comme ça quand elle passait. Dans le quartier, la collane nous a traumatisés. En 2013, tu as sorti ton premier album, Ouais. sur lequel tu as invité Kopo notamment. Oui, bien sûr. Ah, Kopo, il avait un succès fou à cette époque-là. Et j'avais la chance qu'on était dans le même quartier. C'est quelqu'un d'assez humble, assez simple. Il venait vers nous. Il voulait savoir ce qu'on faisait, on venait discuter avec lui, on voulait savoir c'est quoi le succès, comment ça marche et tout et tout. Il avait déjà écouté ce que je faisais. À l'époque, on avait déjà l'habitude de se rencontrer sur le plateau de l'émission Avenir, Ouais. où dans les loges, on pouvait travailler des artistes confirmés et tout ça, donc on échangeait. Et on se retrouvait aussi au quartier, on avait le temps de discuter, tout ça. Moi, je lui ai fait la proposition déjà pour la chanson. Il m'a dit, vas-y, tu enregistres, tu me fais écouter. Si c'est intéressant, je pourrais poser ma voix et tout ça. Donc, j'ai fait une chanson traumatisée. Ouais. Qui est le titre de Oui, voilà. de Donc, je lui ai proposé de figurer sur la chanson. Il a aimé. Et voilà, il est venu en studio, il a posé la voix. Après, on a fait le clip, tout ça. Mais tu chantais beaucoup à l'époque. Oui, mais ce que les gens ne savent même pas, c'est que j'ai commencé par le chant, Ouais. en réalité. Parce que il faut savoir que quand j'ai commencé, nous qui faisons le rap et qui aimions le rap, on était obligés de toujours être un peu raga parce que Ça faisait partie de la culture. mouvement, oui, Ouais. voilà, ça faisait surtout le côté raga, le côté reggae, ça faisait beaucoup partie de la culture. Et pour faire des chansons qui plaisent, il fallait de la mélodie. Ouais. Le rap était trop, pour notre Trop sec. contexte social, c'était trop Ouais. sec, c'était trop hardcore. Donc il fallait qu'on commence à donner de la mélodie pour intéresser les gens, l'oreille des gens, au texte qu'on avait. Donc j'étais forcément j'étais forcé d'apprendre à chanter en fait, Ouais. tu vois. Donc c'est pour ça que la chanson Les Sorciers, de manière spontanée, c'est venu, tu vois. Donc j'étais obligé d'apprendre à chanter et voilà. Mais c'est après que j'ai décidé que voilà, c'est Peura, voilà. Pia, la bière, c'est combien ici? Ouais. L'OVNI, le son que personne n'attendait. La bière, c'est combien ici? C'est que c'est le résultat d'une étude. Une étude sur le fond et sur la forme de mon style, du style que je voulais adopter en tant que Malox pour me démarquer des autres. Tout le monde faisait la même chose à un moment donné. Tout le monde disait les mêmes choses. Et moi, j'avais la chance que j'avais embrassé cette culture en essayant d'aller au fond, véritablement, de l'histoire, de ce qui avait fait la musique urbaine, qu'est-ce qui avait conçu l'univers du rap et du hip-hop, comment est-ce que les rappeurs pensaient, comment est-ce qu'ils voyaient le monde, ceux qui avaient marqué cet univers-là et qui marquent encore cet univers aujourd'hui, de quoi est-ce qu'ils sont partis, c'est quoi leur histoire. Moi qui avais essayé d'étudier cette histoire-là au plus profond d'elle-même, je me suis dit qu'il manquait quelque chose dans notre univers. Ouais. Il manquait déjà de la contextualisation assumée, parce que beaucoup qui essayaient de contextualiser le rap en amenant ça dans la logique et avec la forme et les mots de notre environnement social, des fois ils ne l'assumaient pas. Chaque fois qu'ils arrivaient devant les médias, ils ne l'assumaient pas. Ils changeaient. Et moi, je pense qu'il manquait ça. Il manquait de la provocation dans le rap. Le rap n'était pas assez provocateur à mon goût, à mon sens, par rapport à tout ce que j'avais appris, par rapport à... Tu sais, les États-Unis, c'est la Mecque du rap. C'est là-bas que tout est né. C'est là-bas qu'ils ont construit l'histoire. Et quand tu connais comment l'histoire du rap s'est conçue, tu te rends compte tout de suite que dans l'univers camerounais du rap, il manquait de la provocation. Il manquait des éléments pour amener cet électrochoc qui amène les gens à se demander mais est-ce que ça c'est du rap? Ça c'est n'importe quoi, tu vois. Parce que le rap, en réalité, il est né de ça. Quand les Dr. Dre, à l'époque de NWA, rappaient, les gens leur demandaient mais ça c'est de la merde, c'est pas de la musique. C'est de la provocation pure et dure, c'est de la violence gratuite. Ouais. Quand Tupac rappait, on lui disait que c'est de la provocation, c'est de la violence gratuite. Quand Notorious B.I.G. rappait, on lui disait que c'est de la provocation, de la violence gratuite, de la violence verbale.
Tu vois, toutes ces légendes sont passées par là. Et moi, je pensais que dans mon univers, c'était trop propre, c'était trop simple. Il fallait ça. 1, contextualiser. 2, assumer. 3, provoquer. Et on avait là la formule pour pouvoir construire, pour pouvoir décrire l'univers avec le regard de Malox. Et c'est là qu'est née justement la chanson « La bière, c'est combien ici ?» Donc c'était une logique on va toujours scientifique et mathématique, ce n'était pas spontané. Non, c'est beaucoup de travail. Il faut dire que j'ai tout laissé pour faire que du rap. Je n'ai jamais fait autre chose. Donc c'est un travail quotidien à se demander qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi est-ce que ça n'arrive pas à coller et intéresser les gens aussi bien que ça intéresse les gens aux États-Unis, en France et ailleurs. Pourquoi? Donc c'était scénarisé, tu as créé un personnage que tu devais assumer. Un personnage assez proche de moi-même. Pour ne pas déraper, il fallait tirer les éléments de ton personnage, de sa personne, pour pouvoir être perçu tel que je voulais qu'on le perçoive. Succès quasi instantané, le titre se partage 24 heures, sur WhatsApp. Le hashtag « On va toujours boire » est devenu, ou le hashtag « La bière, c'est combien ici ?» Je me rappelle Parce que moi, je l'ai reçu sur WhatsApp à l'époque. À l'époque, Patrick Épée, tu te souviens, Patrick Épée, je connais, il m'a fait une confidence, il m'a dit, je me réveille le matin, je suis dans les bureaux les locaux des MTN, j'ouvre mon ordinateur, je reçois tellement de hashtags, la bière c'est combien ici, on va toujours boire, augmenter le prix, on va toujours boire, qui s'est dit, c'était un virus. Il a fait gaffe à ne pas ouvrir le clip, parce qu'il s'est dit que c'était un virus, et à un moment donné, il a vu ça partout, il s'est dit, non, il y a un problème. Il y a un problème, parce que c'est trop. En 24 heures comme ça, hier, il n'y avait rien, aujourd'hui, non, ça doit être un virus. Après, 2 jours après, il a ouvert le truc et c'était le déclic. Et je veux te dire, c'est la première personne qui me permet de monter sur les premières scènes professionnelles que je fais dans la musique, en fait. Donc là, c'est parti, le succès. Oui, c'était parti. Ta carrière démarre vraiment. Le succès, je suis rentré fort, hein, parce que la scène sur laquelle Patrick Épée m'avait mis à l'époque, je pense que j'étais avec Two-Face, j'étais avec Davido, et on nous avait logés les 3 côte à côte, quoi. Donc le gars voulait ma mort, il voulait me traumatiser, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Davido était déjà une superstar, Two-Face encore plus. Et moi, j'étais là. Et là, je sors de la chambre, boum, je les rencontre dans le couloir. Et là, on se salue, on rigole. C'est des gens simples. C'est des gens... Ils sont pas plus complexés que ça. Tu te rends compte, moi, je suis là, je vois des superstars. Et puis, on discute. On fait même un petit freestyle, je me rappelle, avec Nabil... Nabil for real. Oui, de l'époque. On fait un petit freestyle même, ensemble dans le couloir avec Davido et ses gars. Et je me dis à ce moment-là que oui, c'est possible, c'est réel. Il faut le faire, mais il faut rester soi-même. Parce que je crois que c'est peut-être ça le secret de ces personnes-là.